Bienvenue sur le podcast de la Cité des Sciences. Seul dans l'univers, nous allons donc poser la question à notre cher ami E.T. E.T. dit rien. Très bien, alors on va peut-être poser la question à Pierre Lagrange. Bonjour Pierre. Bonjour. Traditionnellement, quand on parle de civilisation extraterrestre, l'idée c'est que on part de Copernic, qui a introduit tout un tas de changements. Il a fait, avant la Terre était au centre de l'univers, donc on pouvait imaginer qu'on était le sommet ou le fond de la création, mais enfin on était quelque chose d'unique. En déplaçant la Terre, en faisant de la Terre une planète, on a changé tout ça, c'est-à-dire que la Terre est devenue une planète parmi d'autres, donc l'idée que les autres planètes étaient habitées, et ensuite que les autres étoiles étaient des soleils comme le nôtre, a multiplié tout de suite le nombre de civilisations. Et Enrico Fermi, donc qui participe au projet Manhattan, en 5 ans, discute avec des amis à Los Alamos, et il discute de cette histoire d'extraterrestre. Et il fait un calcul rapide, vu l'immensité de l'univers, il se dit, si on imagine même, je sais pas, une étoile sur 1 milliard, qui serait entourée de planètes habitées, ce qui n'est pas grand-chose, hein, on devrait avoir des milliards de civilisations dans l'univers. Et on devrait pouvoir imaginer très facilement qu'il y en ait autant qui soient beaucoup plus anciennes que de civilisations qui soient beaucoup plus jeunes que la nôtre. Donc ça veut dire qu'on peut imaginer des civilisations qui seraient 1 million, 10 millions, 100 millions d'années plus anciennes que la nôtre. Nous, on est tout jeunes dans l'univers, on vient à peine de sortir de nos cavernes, pour façon de parler. Et on commence à peine à sortir de notre planète. Donc il a fait un calcul simple, il s'est dit, il devrait y avoir des civilisations tellement plus anciennes, tellement plus avancées scientifiquement, qu'ils devraient être ici. On devrait les voir. Donc pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas? C'est devenu le paradoxe de Fermi. On s'est interrogé pour se dire comment comprendre le fait que ces extraterrestres qui devraient être ici ne soient pas là. Et on a imaginé plein de solutions. L'hypothèse du zoo, on serait une zone protégée, enfin tout un tas de choses. Ou alors les civilisations ne peuvent pas arriver à un niveau technologique supplémentaire. Mais bon, ça semblait écarté parce que, encore une fois, statistiquement, on peut imaginer qu'il y en a qui soient quand même pas tout à fait stupides pour pas se faire exploser dès qu'ils ont la bombe atomique. Jusqu'ici, on a réussi à tenir. Bon, donc il y a eu cette question qui a vraiment taraudé les chercheurs. Et moi je pense que la solution en fait est beaucoup plus simple que tout ce qu'on a cru. C'est qu'il suffit de regarder les contacts sur Terre. Sur Terre, chaque fois qu'on est en contact avec d'autres civilisations, la constante, systématiquement, c'est qu'on ne se comprend pas. Or, on est tous des Homo sapiens sapiens. On appartient tous à la même espèce. Et il faut imaginer qu'avec des extraterrestres, on aurait tout de différent. C'est-à-dire que donc ça démultiplie le problème. Ce qui fait que il me paraît tout à fait compréhensible qu'on puisse se répondre avec Fermi qu'effectivement ils sont ici, mais qu'en fait ils nous sont tellement étrangers qu'on n'est même pas capable de voir dans quelle direction il faut regarder en gros, et de comprendre ce qu'il y aura à comprendre. C'est un peu, alors je prenais l'image qui plaît pas à certaines personnes, mais j'y peux rien, l'image des babouins. Il y a des primatologues qui un peu partout sur Terre étudient des tribus de babouins. Et l'intérêt c'est qu'on se rend compte que évidemment les babouins voient en gros qu'il y a quelqu'un au milieu d'eux, mais est-ce qu'ils sont capables de comprendre qu'il y a un programme de primatologie à l'université de San Diego ailleurs? Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui leur sont inaccessibles. Je pense que c'est un peu le même problème pour nous. Quand on discute de l'existence des extraterrestres, il y a une question qui revient tout le temps, et les scientifiques dans tous les livres se sont obligés d'y répondre, c'est et les soucoupes volantes? Parce que bien sûr, il y a des gens qui disent ces extraterrestres que vous prétendez ne pas voir et que vous cherchez très loin, ils sont tout près. Ils viennent nous voir depuis 1947 au moins, et sans doute depuis bien plus longtemps, fréquemment. Alors, la plupart des scientifiques disent non, les deux sujets n'ont rien à voir. Les soucoupes volantes des gens voient des choses, mais ils se trompent, et on évacue le problème ainsi. Moi je pense c'est un peu plus complexe que ça. Je suis pas persuadé, je suis loin d'être persuadé que l'histoire des soucoupes volantes soit vraiment reliée à la question de la vie extraterrestre. Par contre, elle est extrêmement intéressante pour aborder cette question. Pour une bonne et simple raison, c'est que on se rend pas compte que quand on lit le discours des scientifiques sur les extraterrestres, ils cherchent finalement quelqu'un de très semblable à eux, qui a un peu les mêmes préoccupations scientifiques. Il faut s'attendre à ce qu'une civilisation qui serait plus ancienne que nous d'un million d'années, elle se pose tout un tas de questions qui ne nous viennent pas à l'esprit. Donc, je crois que le vrai problème, c'est que l'ufologie, l'histoire des soucoupes volantes et de l'ufologie, et du rapport avec la science, nous indique une piste par rapport à cette idée. Parce que ça consiste, quand on prend la question des ovnis, on la passe toujours en termes de grand partage. C'est-à-dire qu'il y a les scientifiques qui pensent sérieusement, et puis des loufoques à côté qui croient aux soucoupes volantes et qui voient n'importe quoi. Mais
on sait par toutes les études anthropologiques que justement cette idée de grand partage entre la pensée scientifique et la pensée magique, c'est des fables, ça n'existe pas. Donc il faut un peu d'humilité par rapport à ce qu'on appelle la culture populaire. Et si on va y voir justement en mettant fin un peu à certains préjugés, on se rend compte que qu'est-ce qui se passe dans l'histoire des soucoupes volantes? En 1947, quelqu'un dit j'ai vu des trucs dans le ciel, et à partir de là on va commencer à spéculer sur la présence d'extraterrestres proches et tout. Bon, les histoires se multiplient et tout, ce qui fait qu'on a toute une gamme de rencontres avec des extraterrestres tout à fait colorées. Et ce dont on se rend compte, c'est que d'abord on a affaire à quelque chose qui est bizarre, qui est quelque part inaccessible aussi, puisqu'on n'arrive pas à faire la démonstration sur ce phénomène, et que donc on est tout à fait dans un type de relation qui pourrait ressembler au genre de choses auxquelles on pourrait être confronté en cas de contact. Et là, en plus, il y a une démonstration tout à fait intéressante qui a été faite par Carl Sagan. Carl Sagan, à la fin de sa vie, a écrit un roman qui s'appelle Contact, qui a été porté à l'écran avec Jodie Foster. Et dans ce roman, il imagine que on reçoit un message d'une civilisation extraterrestre. Dans ce message, c'est une série de palimpsestes, donc il y a une série de messages en dessous des messages précédents, et on construit une machine. Et avec cette machine, Jodie Foster dans le film monte dedans et fait un voyage. Et quand elle revient, tous les autres disent quel voyage? On n'a pas vu de voyage. Ils ont vu la sphère tomber, et elle raconte tout un voyage qui a duré plusieurs jours. Eux ils disent on n'a rien vu. Et s'engage toute une controverse à propos des preuves. Et une controverse sans fin qui n'aura pas de solution. À la fin du film, on n'a pas de solution. Pourquoi? Parce que Carl Sagan l'a bien compris, si on est confronté à une civilisation extraterrestre, c'est comme dans 2000 ans l'Odyssée de l'espace. Il se passe quelque chose, mais on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est inaccessible. Et c'est pour ça que l'histoire des ovnis, malgré tout ce que disent les scientifiques, est extrêmement intéressante parce qu'elle nous donne l'exemple d'une controverse dans une situation qu'on pense être celle d'un contact. Alors je ne trancherai pas encore une fois parce que justement on ne peut pas trancher, mais elle nous montre le genre de choses qui risquent de se passer. C'est-à-dire que c'est pas le jour où il y aura un message et on va chercher à le décrypter et tout, c'est est-ce qu'on serait capable de percevoir éventuellement un message s'il existait? Et la question des soucoupes volantes et la leçon des soucoupes volantes, c'est ça, c'est exactement ça. Est-ce qu'on est capable d'appréhender un phénomène pareil? On voit que depuis plus de 60 ans, il y a une controverse, mais il n'y a toujours pas de solution.